On voulait vraiment être avec vous, être avec des gens un peu de tous les horizons aujourd'hui pour raconter vraiment ce qu'on fait chez nous, ce qu'on fait en interne. Parce que chez Clasonest, pour ceux qui nous connaissent, on accompagne des startups en croissance, dans des moments où elles peuvent passer de 10 à 50 personnes, où il peut se passer énormément de choses. On les aide à structurer leur organisation, on les aide à travailler leur leadership, à s'aligner, à exécuter de plus en plus vite. Et on travaille beaucoup sur un concept qui est l'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui existe dans le milieu des RH ou des organisations depuis quelques années et qui nous semble à nous extrêmement important. Et c'est pour ça que moi je voulais prendre quelques minutes avec vous pour vous en parler, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et pour pouvoir vous présenter la nôtre. Mais avant de faire ça, je voulais déjà vous dire un petit mot sur là où on est, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici. Nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille au Space, comme on l'appelle, qui est vraiment un lieu très intéressant. Et moi j'aime bien du coup quand je parle ici commencer par vous dire quelques mots. Parce qu'en fait, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes un peu ici dans le temple parisien de l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est Make Sense qui a créé cet endroit, une des premières associations à s'intéresser à l'entrepreneuriat social et solidaire. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est des personnes qui s'engagent à construire des entreprises qui vont à la fois avoir un business model viable et en même temps travailler à régler ou en tout cas améliorer tous les problèmes de société qu'on rencontre au quotidien, des problèmes collectifs, des problèmes sociaux. Et moi j'aime bien pouvoir être ici parler de choses qui me tiennent à cœur parce qu'on peut se nourrir un peu de cette énergie de tous ces gens qui ont envie de changer le monde et qui ont envie de le faire de manière concrète. C'est pas que des idéalistes, c'est aussi des pragmatiques et je pense que même si nous on n'est pas officiellement en entrepreneuriat social et solidaire, en tout cas ce côté idéaliste et pragmatique, il est au cœur de notre ADN. Et j'espère que vous pourrez le retrouver un petit peu parce que ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est justement vous montrer vraiment comment on fonctionne de manière très concrète. On va vous ouvrir vraiment tous nos secrets, toutes nos petites techniques qui vont être basées sur des idées qui sont parfois radicales, sur des idées qui se veulent innovantes. Et c'est un peu cet alignement entre l'idéalisme et l'envie de faire quelque chose de différent et le pragmatisme très concret de le mettre en place tous les jours qui nous anime vraiment. Et du coup, ces portes ouvertes, pourquoi elles ont lieu aussi? C'est parce que chez Clasonest, on a toujours voulu être les cordonniers avec les plus belles chaussures. Là où la plupart des gens qui accompagnent les organisations, ils vont être très désorganisés en interne, nous on s'est toujours dit, on ne peut pas faire quelque chose avec un client qu'on n'a pas essayé sur nous. Du coup, on a essayé plein de trucs. Il y en a plein qui n'ont pas bien marché. Et du coup, il y en a plein qu'on a épargné à nos clients, c'était une bonne idée. Pour nous, finalement, ça a été aussi l'occasion, petit à petit, de construire des façons de faire un peu différentes. Donc l'idée nous est venue un jour en discutant avec un de nos clients qui nous disait moi j'aimerais savoir comment vous faites exactement. Non pas que tout soit parfait. La plupart des choses qu'on vous présentera ce soir, il y en a, elles ont 2 semaines, elles ont 1 mois, on est toujours en itération dessus. C'est pour ça qu'on essaiera de vous présenter aussi le chemin. Pourquoi on en est arrivé là, puis c'est quoi les questions qu'on se pose. Et on sera ravis d'essayer de créer un échange. L'objectif, c'est pas que je parle pendant trop longtemps, mais que vous puissiez échanger dans des groupes pour qu'on puisse vraiment rentrer dans les détails, ce qui vous intéresse, ce que vous aurez envie d'emmener chez vous, ce qui vous interpelle, pour qu'on soit vraiment dans un échange. Mais avant de vous parler de nous, moi j'aime bien toujours réfléchir un petit peu et revenir en arrière sur comment on en est arrivé à parler d'expérience collaborateur. Qu'est-ce que c'est en fait ce truc, expérience collaborateur? Et donc moi j'aime bien revenir vraiment en arrière. Du coup j'ai commencé à me poser la question un peu de l'historique des ressources humaines. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est intéressé aux gens en entreprise? C'est peut-être pas une évidence. Et quand on remonte le plus loin possible dans le temps, les premiers services au personnel qu'on découvre, c'est au milieu du 19e siècle. C'est vraiment le moment où il y a des énormes usines qui se créent dans cette ère industrielle et où on veut garder les ouvriers à côté de l'usine. Donc on va créer tout un écosystème autour de l'usine, payé par l'entreprise, pour pouvoir garder les ouvriers avec nous. Et donc on va créer des logements, des villes autour des usines, on va créer des écoles. Je ne sais pas si vous le savez par exemple, mais pourquoi il y a une sonnerie à l'école? C'est parce qu'il y avait une sonnerie à l'usine pour signer la fin des pauses. Et du coup ils ont construit les écoles comme des usines. Alors les écoles ont bougé un peu moins vite que l'entreprise. C'est bien de travailler, mais en tout cas ça vient de là. Ils créent aussi finalement des systèmes de soins, des systèmes de prêts, tout ce qui allait permettre aux employés de rester là. Et puis ça a évolué un petit peu après la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il y a vraiment les premiers services du personnel, que ce terme apparaît.
Et ça, c'est notamment parce que les syndicats, qui ont été créés à la fin du 19e siècle, les syndicats ils commençaient un peu à avoir une influence communiste suite à la révolution en Russie. Et donc, ils ont commencé à demander beaucoup plus de choses, et ça a permis de créer des services qui devaient essayer de répondre à leurs demandes. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à l'époque, les services du personnel, ils étaient focalisés sur l'embauche, la paye, l'administration, et que c'est quand même toujours aujourd'hui, en général, les premières fonctions qu'on demande à un service RH. Et trop rarement, on va leur demander d'aller plus loin. Moi, justement, j'ai envie ce soir de plus de vous parler de comment on peut aller plus loin. Parce que c'était il y a longtemps quand même, l'entre-deux-guerres, il y a sûrement plein de choses qu'on peut faire pour aller plus loin dans l'accompagnement des humains dans l'entreprise. Si on avance encore un peu, on arrive justement après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là pour la première fois qu'on va, ça paraît fou de le dire comme ça, mais se dire que le facteur humain en entreprise, il est important. Avant, on regardait que le facteur technique pour savoir comment l'économie de l'entreprise allait bien se passer. Ça, c'est un mec qui s'appelle Elton Mayo, qui a créé l'école des relations humaines et qui s'est beaucoup posé de questions là-dessus. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, vous connaissez sûrement quelqu'un de son école, qui était Frédéric Maslow, qui a créé la fameuse pyramide de Maslow. Et donc, c'est des gens qui se sont toujours intéressés au moteur de l'humain et à comment le facteur humain avait une importance dans l'entreprise. Du coup, après-guerre, on est aussi dans un moment où, après la Seconde Guerre mondiale, on est dans un moment où on a envie de reconstruire du collectif. Et c'est là où on va voir finalement que ce facteur humain-là, il faut l'intégrer dans l'entreprise. On va investir un peu plus sur les gens. On va créer de la formation, on va s'assurer que les gens sont en sécurité au travail. Donc ces concepts-là, ils apparaissent à ce moment-là. Et puis ensuite, on arrive sur toute une période entre les années 70 à nos jours, on va dire, ou en tout cas jusqu'aux années 2000, la fin du XXe siècle, où on est dans une période un peu ambivalente pour les ressources humaines. Parce que d'un côté, il y a beaucoup de psychologues qui deviennent des RH, et la psychologie rentre un peu dans la notion, dans toute la logique RH. Et donc on va travailler sur des choses plus proches de l'humain, on va essayer de développer. Et en même temps, il y a plein de crises sur cette période. Et à chaque crise, on va demander au RH de revenir à une fonction très exécutante et très difficile, c'est-à-dire gérer la crise, gérer la communication interne dans ces moments-là, faire des plans sociaux, des moments où aussi le lien humain entre le DRH et ses équipes se casse, et où les RH ont du mal à trouver leur place. C'est aussi un moment où la fonction RH se professionnalise, mais se professionnalise sous quelle forme? Sous la forme d'un gestionnaire de ressources humaines. On va demander aux ressources humaines de gérer comme on gérerait un entrepôt logistique. Et on va demander aussi, avec un peu la financiarisation des entreprises, aux RH de justifier leur ROI. Alors le ROI dans l'humain, c'est très compliqué à prouver. Nous, chez Plaisonnette, on nous le demande tout le temps de prouver le ROI de notre accompagnement. C'est très difficile parce qu'en fait, on travaille sur des gens, donc ça dépend de ce qu'ils y mettent eux, ça dépend de qui ils sont eux, on ne les connaît pas avant de commencer. Donc, voilà, cette période-là, ça fait que le DRH, il oscille un peu entre des phases où on est plutôt des phases d'embellie, où on leur donne du pouvoir, et des phases de crise, où on le fait redescendre un petit peu. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il est quand même assez rare, dans les grandes organisations, en France en tout cas, d'avoir des DRH qui sont par exemple au comité de direction. Et il y a beaucoup de RH qui sont vraiment restreints à un travail d'exécutant. Du coup, si on se rapproche d'aujourd'hui, on a envie de se demander c'est quoi la suite. Il y a plein de mouvements un peu qui balancent toutes ces réflexions-là. Et il y a pas mal d'idées autour du bonheur, il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre des baby-foot partout, il y a des gens qui travaillent sur l'attractivité, peut-être même parler d'expérience, justement, tout ça c'est des questions qu'on se pose. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu ce paysage-là, je vois trois grandes tendances qui se dégagent, et dont je voudrais vous parler un peu plus en détail, parce que c'est vraiment les tendances d'aujourd'hui. La première tendance, c'est celle de la marque employeur. La marque employeur, ça vient du marketing et de la pub. C'est né dans les années 90 en Angleterre et c'est venu dans les années 2000 en France. Et c'est pour moi aujourd'hui le modèle dominant dans la réflexion sur justement l'humain en entreprise. C'est presque la zone d'investissement prioritaire pour un peu les RH. La deuxième lame de fond, on va dire, sur cette question-là, c'est tout ce qui s'appelle la QVT, la qualité de vie au travail, le happiness, avec les Chief Happiness Officers qui apparaissent un peu partout. Et donc ça vient finalement d'une réflexion sur le stress. Dans les années 2000, la question du stress au travail et, dans la suite de ça, des burn-out, tout ce genre de choses, est devenue un peu plus prépondérante. Dans les années 2010, on parlait beaucoup des risques psychosociaux, qui s'intéressaient à ça à l'époque, c'était le mot à la mode. Et puis en 2012, les partenaires sociaux se sont posés et ont dit la qualité de vie au travail, c'est comme ça qu'on va
on va appeler la chose. Et depuis, voilà, on voit beaucoup de choses qui se développent autour de ça, beaucoup d'entreprises. Et c'est un modèle intéressant. Puis le troisième modèle, vous vous en doutez, c'est l'expérience collaborateur, qui lui est quand même encore plus récent. La première fois qu'on en parle, c'est autour de 2007-2010. Et finalement, c'est parti d'un concept qui est assez intéressant, qu'en français qui s'appelle la symétrie des attentions, qui dit que la façon dont vous traitez vos collaborateurs, elle est symétrique, elle est parallèle, elle est similaire à la façon dont vous allez traiter, dont vos employés vont traiter leurs clients. Et donc, il y a un livre en 2010 qui est sorti, qui a fait un peu pavé dans la mare, qui était People First, Customer Second. Il se disait, voilà, il faut d'abord travailler sur les gens. Du coup, je vais rentrer un peu dans le détail des trois, de là où on en est aujourd'hui, et de pourquoi nous on pense que l'expérience collaborateur, c'est vraiment le sujet majeur sur les trois, celui sur lequel il faut le plus insister. Je vais d'abord parler de la marque employeur un peu plus en détail. Donc la marque employeur, pourquoi c'est né? C'est un peu pour résoudre la crise des vocations, la crise des embauches. On est dans un monde aujourd'hui où on ne travaillera plus pour une boîte toute sa vie. On sait qu'on sera peut-être au chômage dans notre carrière. Du coup, on est plus difficile. On choisit un peu plus les entreprises. On n'hésite pas à partir au bout de 6 mois si ça ne nous plaît plus. Pour une fois, enfin, les périodes d'essai sont à double sens. Et nous aussi, on peut essayer une entreprise quand on rentre en carrière. Et du coup, on s'est dit, on va prendre tout ce que le marketing ou la pub nous a permis pour attirer plein de gens. Parce que si on en perd plein, il faut qu'on en attire plein d'autres. Il y a un peu le risque d'avoir un panier percé derrière. On dit ça aussi en commercial. En général, acquérir un nouveau client, ça coûte 10 fois plus cher qu'en garder un. Et pourtant, la zone d'investissement principale aujourd'hui, elle est plus sur la marque employeur que sur l'interne. C'est plus compliqué aussi un travail interne. C'est pas forcément un mal en tant que tel de parler de marque employeur. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que c'est qu'un tout petit bout de la lorgnette. Là, je vous ai mis un exemple du site Welcome to Jungle, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, qui, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment fait quelque chose de totalement différenciant, nouveau et très intéressant, qui était d'avoir un site pour les startups qui manquait de visibilité. Pour tous les gens qui avaient envie de travailler en startup, ils pouvaient se retrouver là. Et puis, ils ont évolué, c'est normal. Et aujourd'hui, vous le voyez, il y a la partie web et tech, mais il y a aussi tout un tas de parties qui ne sont plus du tout des startups. Et là, on se retrouve finalement, en termes de communication, vraiment du côté employeur, à présenter une image, par exemple de consulting, je vais apprendre à la défense, je sais un petit peu comment ça se passe, finalement, qui est très différente d'une start-up. Et on met ça sur le même niveau, parce que forcément, les boîtes de conseil, elles sont très contentes de pouvoir passer pour une start-up. La quintessence de ça, c'est finalement certains classements, certaines choses de marque employeur qui vont être plus ou moins vraies, voire carrément fausses. Le classement Best Place to Work, par exemple, souvent parler de lui, c'est quand même un classement, il faut payer pour être dessus. Et donc, du coup, ça biaise un petit peu les critères. Et le pire qu'on ait vu, c'est les startups, même les startups sont quand même de tout, qui faisaient de la promotion sur les congés illimités, alors que finalement, en interne, il n'y avait pas du tout les congés illimités, il y avait 5 semaines, même pas de RTT, et juste, ils les donnaient de manière assez libre. Les gens arrivaient à prendre leurs vacances, ils s'organisaient bien. Heureusement. Et finalement, ils sont mis d'accord avec les employés pour promouvoir le fait de faire une campagne de com autour des congés limités, comme ça ils allaient pouvoir attirer des gens. Et quand ils sont arrivés, j'imagine que ces personnes-là, elles ont dû déchanter un peu. C'est quand même un peu problématique. Avec tout ça, on prend les collaborateurs pour des consommateurs, un peu pour des pigeons des fois, et du coup, encore une fois, c'est un outil qui peut être très utile, mais je pense que c'est un peu limité. Si on va sur le deuxième, et la qualité de vie au travail, c'est pareil, c'est quand même une lame de fond qui bouge beaucoup, et l'objectif premier, c'est de réduire la souffrance au travail. C'est du stress, des burn-out, de cas cliniques, presque. Et là aussi, on peut difficilement dire que c'est mal de vouloir réduire la souffrance au travail. C'est forcément quelque chose qui est important, intéressant. Et en même temps, le prendre, encore une fois, par juste ce bout de la lorgnette-là, c'est pas forcément toujours très fonctionnel. Les Chief Happiness Officers, aujourd'hui, dans la plupart des boîtes, c'est des super office managers. Ils s'assurent que les bureaux soient beaux, propres, qu'il y ait des fruits à l'entrée, qu'il y ait un baby-foot, qu'il y ait des escape games réguliers, des soirées entre collaborateurs, et tout ça c'est cool, je ne suis pas contre tout ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse qu'on est bien au travail. 80% des départs, je crois, c'est lié au manager qu'on a. Et donc la qualité du bureau, ça ne changera pas grand-chose au manager qu'on a. Si on ne s'entend pas avec lui, ou si on a des problèmes avec lui moraux, éthiques, des difficultés de management, de progression, ce n'est pas la qualité de vie au travail qui va régler ça. Donc là, encore une fois, pour moi, on prend quelque chose d'un peu petit, et en plus, on rentre dans une injonction du bonheur en entreprise. Or, je ne suis pas sûr que ce soit à l'entreprise de rendre les gens heureux tout le temps.
c'est une partie de la vie, l'entreprise. Ça joue, évidemment, mais c'est à chacun, finalement, de trouver son bonheur, de voir comment il a envie d'intégrer son travail dans sa vie. Et c'est comme ce que j'entends souvent quand les gens parlent d'équilibre vie pro, vie perso. Je trouve toujours ça intéressant, et en même temps, je suis toujours un peu gêné. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre vie pro, vie perso? C'est un peu un concept créé par les entreprises pour vous dire, en fait, la vie pro, c'est pas votre vie, c'est un peu la nôtre. La vie perso, on essaie de vous en donner le maximum, mais la vie pro, bah voilà, ça s'équilibre. Alors que bon, moi quand je viens au travail, je suis toujours moi en fait, c'est toujours ma vie perso. Et donc, cet équilibre-là, il n'est pas si net. Et là aussi, finalement, quand on regarde un peu schématiquement, on prend les collaborateurs, je trouve un peu pour des malades ou pour des enfants. On se dit un peu, voilà, une sucette, un baby-foot, on est content. C'est quand même plus complexe que ça. Du coup, j'en arrive à l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, ça vient vraiment de l'UX, de la user experience. Et là, je vous ai mis un dessin qui est assez connu, qui montre qu'est-ce que c'est que la user experience. Le design, c'est comme un peu tout ce qu'on a vu avant, c'est décider ce qui est bien pour les gens. Les gens, il faut qu'ils prennent le chemin. Et puis, en fait, les gens, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Du coup, ensuite, ils prennent leur chemin. Et c'est un peu pareil en entreprise. Finalement, c'est quand même mieux d'essayer de prendre la personne comme une personne entière, de prendre son parcours en entreprise comme une expérience de bout en bout, qui commence aux premières interactions, peut-être à l'annonce, et qui va faire toute une vie d'entreprise jusqu'à son départ, même après son départ, et essayer de prendre ça d'un point de vue global. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à prendre les choses d'un point de vue global. On a plutôt tendance à prendre un problème, un symptôme, et à essayer de le traiter. Alors que si on se pose la question du point de vue global de l'expérience collaborateur, et qu'on essaie d'avoir une expérience cohérente, alignée, qui a du sens à chaque étape, bah c'est là qu'on va pouvoir, pour moi, maximiser ce facteur humain dont je parlais tout à l'heure, et qui va vraiment bien fonctionner. C'est vraiment là, pour moi, qu'on prend les collaborateurs pour ce qu'ils sont. Des vrais gens, des adultes, des gens comme vous et moi. Du coup, c'est pour ça que pour nous, l'expérience collaborateur, c'est fondamental. Et là, je voulais vous remettre un petit schéma qui montre tout ce qu'il y a dans l'expérience collaborateur. Parce qu'une fois encore, quand on parle des services ou des organisations qui s'occupent de ça, elles vont souvent être focalisées sur un petit bout. Donc bien sûr, l'expérience collaborateur, ça recommence au recrutement. Dès l'annonce, dès les entretiens, dès la proposition d'embauche, on va être déjà dans l'expérience collaborateur. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous vous dites que le recrutement, c'est le premier élément d'une expérience différenciante, unique, l'expérience de votre entreprise, bah ça voudrait dire que tous les recrutements devraient être très différents. Ils devraient tous être personnalisés à comment est la boîte. Ils devraient permettre de faire un peu sentir c'est quoi l'ambiance, le style, les valeurs. Or, en général, le recrutement, c'est un peu toujours la même chose. Il n'y a pas énormément de différence d'une boîte à l'autre, alors que pour avoir travaillé dans plein d'organisations différentes, la culture d'entreprise, elle est extrêmement différente d'une boîte à l'autre. Ce qui est valorisé, c'est très différent. Donc il y a vraiment pour moi un enjeu, finalement, en prenant le global, de se dire qu'on va pouvoir changer un petit peu les façons de faire qu'on a. Après, le recrutement, c'est l'intégration. Et l'intégration, c'est là aussi un moment hyper important et qui est souvent très négligé. Un truc tout bête, la période d'essai. Ça dure 2, 3, 4, 6 mois, ça dépend un peu des boîtes. Pour le collaborateur, son intégration, c'est sa période d'essai. Tant que lui-même il est mis à l'essai, il est dans un état d'esprit qui est un peu différent qu'après. Pourtant, l'intégration, en général, dans une boîte, c'est un programme de 3 jours au mieux, une semaine peut-être. Alors que toute cette période-là, elle devrait être conçue pour se dire comment on s'assure que l'essai il est fructueux, comment on s'assure de creuser un peu plus la relation, la façon de faire. C'est pour ça que j'ai mis les premiers jours, mais il y a aussi rencontrer l'équipe, comprendre la boîte, prendre en main le poste. Là-dessus, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Parce que l'engagement, la motivation des gens, elle commence dès le premier jour. Et c'est souvent quelque chose qui est très négligé. Je vous ai mis un seul carré pour l'évolution dans l'entreprise, qui est bien sûr quand même le gros morceau, où il se passe énormément de choses. Mais là aussi, souvent, dans les organisations, on est sur des petits points. Peut-être qu'on fait des évaluations, peut-être qu'une fois par an, on a une formation interne, une formation externe. Mais finalement, toujours pareil, du point de vue du collaborateur, tout est expérience. La prise de décision, par exemple, c'est fondamental dans l'expérience du collaborateur. Est-ce qu'il comprend pourquoi les décisions ont été prises? Est-ce qu'il y adhère? Est-ce qu'on lui a expliqué? Est-ce qu'il en est partie prenante? Le management, évidemment. Son évolution à lui, la mobilité, tous les éléments assez larges
de son évolution, ça va être son expérience pour lui. Et là aussi, souvent, c'est des petits morceaux un peu séparés. Puis j'aime bien mettre la fin aussi, parce que ça, c'est un truc qui n'existe pas presque dans l'entreprise. Le départ, la gestion du départ, souvent vu comme un traumatisme ou comme un déni total. En fait, le départ, c'est un moment de vie comme un autre. On se sépare, mais ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus. Peut-être qu'on peut faire encore des choses ensemble. Je dis souvent qu'un départ bien géré, c'est quelqu'un qui travaille pour votre entreprise à vie, gratuitement. Il peut vous ramener des collaborateurs, il peut vous ramener des clients, il peut faire de la com. Et pourtant, souvent, le départ, c'est quelque chose où votre manager se rend compte la veille que ça y est, c'est le dernier jour et il panique un peu. Alors qu'on pourrait vraiment creuser les choses. Un exemple tout bête, si on parle de l'expérience collaborateur, c'est quoi l'élément majeur du point de vue du collaborateur? C'est le pot de départ. Le pot de départ, c'est le moment d'importance du départ du collaborateur, et l'entreprise en est trop souvent totalement absente. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait le pot de départ de tout le monde, ou chacun fait bien ce qu'il veut, mais il y a quand même un peu une question de dire, on rate les moments de vie forts, alors que c'est là qu'il y aurait sûrement de la valeur à créer. Et même les anciens, celui-là je l'ai mis pour le plaisir, parce que c'est très rare, c'est des boîtes qui se posent seulement la question, les anciens, comme je disais, ils peuvent travailler pour vous très longtemps. Ils sont peut-être partis pour des bonnes raisons, ils ont sûrement envie de savoir où vous en êtes. Et du coup, communiquer, les faire se retrouver, organiser une soirée avec les anciens et les nouveaux, tout ça c'est vraiment important parce qu'en plus, c'est aussi important pour ceux qui restent. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand un départ se passe mal, ou qu'un ancien disparaît alors qu'il était au cœur de l'équipe? Les autres ils ressentent un vide, ils ne comprennent pas, voire finalement ils commencent à penser que cette entreprise n'est pas la bonne pour eux non plus. Du coup, voilà, prendre vraiment cette expérience collaborateur au global, c'est à notre avis vraiment fondamental. Et c'est un terrain de jeu immense parce qu'il y a plein de choses à construire, plein de choses à créer, à faire des choses nouvelles. Et du coup, on n'est pas obligé d'aller voler l'idée des congés illimités quelque part pour faire de la pub dessus. On peut juste se poser la question de ce que nous, on a envie de faire. Et on trouvera des idées différentes. Tout le monde fait la même chose et qu'il y en a plein qui ne pensent pas à tout ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on fait avec chacun de nos clients, par exemple, de se poser la question de leur valeur d'entreprise, de prendre tout ce process et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut réinventer? Qu'est-ce qu'on peut changer? On dit que nos valeurs, c'est de la performance et de la bienveillance. C'est quoi un entretien performant et bienveillant? C'est quoi un cadre de travail avec des bureaux performants et bienveillants? C'est des questions qu'on ne se pose jamais, et quand on le fait, c'est dur. En général, c'est un peu dur pour commencer. Mais ça crée beaucoup de richesse, beaucoup de créativité, et en fait aussi beaucoup d'alignement. Les gens ont plaisir à construire autour de ce qu'ils sont. Du coup, chez nous, j'en arrive vraiment à ce qu'on va faire ce soir, le cœur du sujet, c'est faire des petits ateliers. Donc je voulais quand même représenter à tout le monde ce qu'on a prévu. Comme ça, je vous redirai avec qui et où c'est pour que vous ne perdiez pas. Et on ne nous a pas tout présenté non plus, parce que on a dû choisir des choses. Mais sachez qu'en tout cas, c'est quelque chose qui nous anime particulièrement, et qu'on sera ravis après les ateliers. Si vous avez d'autres questions, des sujets que vous n'avez pas vus, des ateliers que vous n'avez pas pu aller, on sera ravis de répondre à vos questions. Du coup, la première chose qu'on a voulu vous présenter, c'est le recrutement et l'intégration. Le recrutement, c'est un chantier de Fly the Nest continu depuis le début. Parce qu'on s'est toujours dit qu'avec notre mode de fonctionnement, c'était le plus important. On a toujours trouvé que c'était aussi le plus difficile. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter, donc ça c'est les Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit outil très simple qui permet de mettre à disposition pas mal de choses. Et le Trello de recrutement aujourd'hui, il est sur Internet, il est à disposition de tout le monde, des candidats ou des curieux. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un process où la moitié est co-construite avec le candidat. Parce que finalement, lui aussi, il a fait un avis sur ce qu'il voudrait voir de la boîte pour pouvoir se décider. Donc on a plein d'idées, plein de propositions à faire, mais on va choisir ensemble un petit peu, et ce qui fait qu'un process de recrutement, il peut être différent d'une personne à l'autre, parce qu'en fait, d'une personne à l'autre, c'est aussi différent. Et pour l'intégration, on a un programme de 6 mois qui est très serré, parce que finalement, on veut aussi que les gens chez nous, au bout de 6 mois, ils soient totalement autonomes. Autonomes pour gérer un client, tout seul avec un nouveau, autonomes dans l'organisation, qu'ils aient tout compris. Et on veut aussi qu'ils se sentent guidés, et qu'ils aient un référentiel pour trouver des informations. Donc tout ça est dans ce programme, et l'importance du programme d'intégration pour qu'il marche bien, c'est simplement que la dernière étape, avec quelqu'un qui se fait intégrer, c'est qu'il revoit le processus d'intégration avec tout ce qui lui aura manqué. Et c'est tout simplement aussi comme ça qu'on a réussi à en avoir un bien. Parce que au début, je peux vous dire qu'il n'était pas génial, mais parce que les gens l'ont reconstruit, et à force, on arrive à quelque chose de bien. Donc ça, du coup, ce sera avec Anne-Claire et Anne, et ce sera juste derrière cet écran. Je crois que normalement, vous savez avec qui vous êtes. Le deuxième sujet qui est intéressant, en tout cas sur lequel on a pas mal travaillé, c'est la gestion des compétences.
On s'est dit à un moment, il faut qu'on arrive un peu à définir nos métiers. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Parce que c'est ça qui va aider les gens à progresser. C'est ça qui va leur donner une sorte de référentiel pour savoir où ils se positionnent, les uns par rapport aux autres, dans l'absolu. Et donc on a dit, d'abord on a un métier qui est cœur. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement, c'est l'animation d'atelier. Donc ça, c'est le tronc. On fait une sorte d'arbre. Et le tronc, c'est l'animation. Il faut savoir faire les ateliers qu'on vend, c'est un peu normal. Mais ensuite, on s'est dit, il y a plein de métiers autour de tout ça. Et on a essayé de les définir, parce qu'il y a un peu d'accompagnement client, il y a un peu de commercial, il y a un peu de communication. Avec mon passé de maître du jeu de rôle, je faisais des choses avec des trolls et des elfes, j'ai mis un truc un peu médiéval, mais ne vous inquiétez pas, derrière, c'est des métiers normaux. Personne ne fait de la vie. Du coup, celui-là, ce sera avec Manu qui va vous décrire comment ça fonctionne. Et ce sera juste en haut. En troisième, vous commencez à voir que la progression, c'est important pour nous. Il y a tout ce qui va être autour de l'évaluation et de la formation. Comment on donne du feedback? Chez nous, finalement, on essaie de donner un maximum de feedback, et c'est vachement dur de donner du feedback. Il faut savoir le donner, bien le formuler, il faut savoir le prendre, pas se vexer. Et donc, on s'est dit que le plus souvent il y avait des occasions formelles de le faire, le mieux c'était. Dans l'intégration, il y a énormément de feedback. Après chaque mission, en continu, on va se faire du feedback. Et tous les 6 mois, on va aussi passer un temps de bilan, de prise de recul pour essayer de capitaliser sur tout ce feedback et essayer de grandir et de constater sa progression. Et pour aller avec ça, il y a aussi plein de formations. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début. Tous les lundis midi, on se fait une formation sur le tronc, le cœur de métier. Et tous les vendredis midi, on se fait des formations sur des sujets d'ouverture qui peuvent être très variés, comme le chant des oiseaux, parce que ça s'appelle Fly de Nest, les 5 langages de l'amour, parce qu'on a envie de savoir comment on se parle, ou des choses plus concrètes sur l'innovation, la prise de décision, le management, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été fondamental, je pense, de pouvoir travailler à se former en continu. C'est le meilleur moyen de créer des liens entre l'équipe, parce qu'on passe du bon temps ensemble. Ça, du coup, ce sera cette salle-là, à l'intérieur, avec Tristan et Aurélie. Le 4e sujet, c'est la base de connaissances. Ça sera avec moi, dans la cuisine. Et la base de connaissances, ça, c'est un gros travail qu'on a fait parce que finalement, justement, pour créer de l'autonomie, pour créer une expérience où c'est pas chiant de chercher l'info, et quand même, dans nos sociétés où il y a beaucoup d'infos, c'est vite très difficile, on a créé un wiki interne, on a mis énormément de choses dedans. C'est un process, ça a mis 6 mois de travail, on a tous participé, on a une grosse organisation pour le faire vivre, et en même temps, ça a le côté magique de tout à l'heure. On était là, et Julien me demandait c'était quoi le code du compte Twitter, parce qu'il fallait qu'il aille là tweeter des trucs. Et je suis allé sur mon téléphone, je suis allé sur le wiki, et en 3 clics, j'avais trouvé le code qui était vraiment très accessible. Donc ça a vraiment un côté aussi de fluidification, d'efficacité dans cette expérience collaborative. Nous, on sera dans la cuisine. Et en dernier, avec Julien et Clément, c'est sur la prise de décision. Parce que chez Fly the Nest, dans nos expérimentations, il y a aussi une expérimentation de modèle de gouvernance qui s'appelle l'autogouvernance, où on a pour objectif que tout le monde puisse prendre n'importe quelle décision de l'entreprise. À partir du moment où il la structure, il demande l'avis aux personnes qui sont les bonnes, il étudie leurs avis, il étudie le résultat de sa décision et il met quelque chose en place pour la suivre. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois très intéressant, très engageant et très difficile à mettre en place. Du coup, on est aussi dans l'itération là-dessus et l'objectif, c'est qu'il vous présente en détail comment on fait. Ça aura lieu ici, juste derrière. Voilà, j'en ai fini un peu avec cette petite introduction. Si vous voulez en savoir plus, on écrit quand même notamment beaucoup d'articles sur tout ça. N'hésitez pas à les creuser. Je pense que si vous êtes là, vous avez, soit vous étiez, soit vous êtes maintenant sur notre newsletter, qu'on écrit aussi à la fois toutes les 6 semaines, où on essaye de raconter l'aventure de l'intérieur, parce que ça nous importe. Vraiment, encore une fois, vous remercier de tous d'être là. Et vous